suis reformée. Pour ça, j'ai choisi la formation donc de Lucie Rondelet. C'est une formatrice qui est assez réputée dans le milieu. Et donc, j'ai fait mes 6 mois de formation. Alors, c'était rigolo parce que j'avais Martin sur les bras, des fois qu'il dormait, je faisais mes exercices. Des fois, j'écrivais mes exercices à 3h du matin. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur 2, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous. Bon ce matin, on n'est pas un Happy Kids Day, hein, parce que je sais que tu partages ce genre de choses. Voilà, le mercredi, c'est le Happy Kids Day, et voilà, hop, je fais un gros teasing, personne ne sait, mais je suis avec Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Frédéric. Donc Olivia, tu es entrepreneuse et donc tu m'as sollicité pour venir dans le podcast et j'ai dit oui, vraiment oui, tout simplement parce qu'en plus d'être entrepreneuse, tu es dans les Hauts-de-France et tu mets en avant les Hauts-de-France. Donc, comme c'est une région qui est facilement dénigrée parce qu'il fait pas beau, tout ça, machin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas toujours beau, mais il fait pas toujours moche non plus. Voilà, boum, on répond. Et donc, tu as lancé Jolie le Môme. Et avant de faire le portrait chinois classique, est-ce que tu peux nous expliquer Jolie le Môme? Parce que comme je te l'expliquais en off, moi, au départ, quand tu m'as sollicité, j'ai vu Jolie Môme et j'ai dit bon, ok, c'est un nom de post Insta ou autre, voilà. Mais c'est pas le cas. Il y a une explication. Il y a une histoire à Jolie le Môme. Au nom Jolie le Môme, oui, il y a vraiment une explication. Donc bien sûr, on peut entendre le Joli Môme d'office, mais alors le Oli de Jolie le Môme, c'est la contraction de Oli parce que c'est mon surnom aussi, donc okay. Olivia. Lille parce que je vis à Lille et Môme parce que je suis maman de 2 enfants et que c'est partie intégrante de mon quotidien et de ma vie, donc je voulais aussi le mettre en valeur. Donc voilà l'explication. Ok, alors avant d'expliquer tout ça, on va faire le classique portrait chinois. Portrait chinois, je te donne un mot et puis tu me dis celui qui te vient à l'esprit. On va démarrer par la première question. Si je te parle d'un lieu. Alors un lieu, ce sera la plage d'Équien, sur la côte d'Opale, parce que moi je suis originaire donc de Boulogne-sur-Mer, je suis pas lilloise d'origine, mais c'est une côte où je suis vraiment attachée, déjà parce que j'ai mes racines, que j'y retourne assez souvent. Alors pourquoi Équien? C'est parce que c'est vraiment la plage qui me correspond le plus par son côté. C'est pas une digue construite, il y a pas de maison, il y a les dunes, c'est sauvage, il y a la mer, il y a l'odeur des embruns. C'est vraiment, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Bah oui. Voilà, je me replonge en enfance et c'est une plage que j'aime faire découvrir aussi à mes enfants. J'aime les voir creuser leur château de sable, voilà. Donc c'est vraiment un endroit où je me ressource. Ok, et pour ceux qui ne connaissent pas Boulogne-sur-Mer, il y a le fameux Nausicaa qui est un aquarium et incontournable. Voilà, incontournable. Et avant d'être un aquarium, c'est aussi une manière de préserver et je sais qu'ils font par exemple pousser des coraux pour après les réimplanter. Enfin, ils essayent de sauvegarder des espèces. Donc oui, c'est un lieu qui est très important. Voilà, faut le voir au-delà d'un aquarium. Et en tant que boulonnaise, déjà, je prends plaisir à aller le revoir régulièrement parce que il y a toujours de nouveautés, des surprises et c'est un endroit où on s'y sent bien aussi. Ils ont réussi à faire. Faut juste éviter d'être en même temps que les sorties de camp de vacances. Oh là, mon Dieu. Oh, il y a Nemo. Alors, s'ils sont sur Nemo, faut courir vite et faut aller aux autres endroits. Voilà. Je sais pas si c'est toujours l'attraction Nemo, mais pendant un temps, c'était Nemo. C'était quand on y allait avec mes garçons, hop, on se dépêchait. Je disais, on passait 2-3 autres trucs et on venait en arrière après. Si je te dis, dans la deuxième question du portrait chinois, si je te demande un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré, plutôt salé? Alors moi, c'est sucré. Vraiment. Okay, très bien. Bon, c'est un peu classique, mais c'est le chocolat. Ça, je suis une grande mangeuse de chocolat. Je ne passe pas une journée sans manger du chocolat. C'est une bonne idée. C'est, voilà. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Sous toutes ses formes, voilà. Ok. Si je te parle d'une passion, et ça peut être ou d'un passe-temps, il peut y avoir les deux, ça peut être différent. Alors, ça a toujours été l'écriture. Ça fait partie de mon ADN, comme je dis toujours. Alors, le pourquoi...
Je sais pas. Alors, je gratte un petit peu. Hein. J'ai compris que dans ma famille, il y a quand même une certaine sensibilité avec ça. Donc, je pense qu'il y a des gènes hein, qui se transmettent. Mais oui, c'est vraiment quand j'écris, je me mets dans une bulle. C'est les mots, combiner les mots ensemble, faire des phrases, raconter des histoires, c'est vraiment ma passion. Ok. Et ma dernière question du portrait chinois, ce serait si je te demandais une personne ou une personnalité, et il peut y en avoir plusieurs, il n'y a pas de problème, parce que je sais que des fois certains m'ont dit si je cite pas papa alors que j'ai cité maman, il faut que je cite les deux, pas de problème, allez-y, faites comme vous voulez. Donc l'idée c'est si tu as une personnalité ou une personne qui t'a inspiré ou qui a compté ou qui compte aujourd'hui dans ton parcours. Oui, alors moi c'est très féminin, hein. Il y a ma grand-mère, ma maman et ma sœur. C'est bien, t'as pas fait d'impair. Voilà, et dans le bon ordre. Ok. Et pour quelle raison il y a un schéma familial hein, qui est très puissant chez moi, que j'admire aussi. Il y a une certaine force de caractère que j'apprécie et qui me porte au quotidien. Et bon, après c'est le côté famille. Alors après je peux citer des personnalités. Hein, j'ai lu l'amant de Marguerite Duras. Voilà, c'est des choses qui ont résonné en moi. Mais c'est vrai que ma famille. Ok, très bien. Et puis il n'y a pas à le discuter après tout. Hein, c'est tes choix, donc c'est juste histoire de mieux te connaître. Avant de démarrer sur ton parcours, si je te parle d'entrepreneuriat, tu me dirais que c'est plutôt une histoire de famille. Il y a autour de toi, dans ton entourage et dans ta famille, des entrepreneurs. Ce serait plutôt une envie que tu avais depuis toute petite et tu t'es dit je vais être chef d'entreprise ou indépendante, je ne veux surtout pas être salarié. Ou c'est plutôt une opportunité qui s'est présentée à toi dans ton parcours? Alors non, il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs dans ma famille. Moi, j'ai une famille, beaucoup d'enseignants. Même ma maman était monitrice auto-école, donc c'est une certaine forme d'enseignement aussi. Bien sûr. Non, l'entrepreneuriat, on va dire, je pense que c'est lui qui est venu à moi. C'est pas quelque chose auquel j'avais pensé, même pas du tout. Mais on va dire qu'au fil de mon parcours, je pense que c'est devenu une évidence. Même par rapport à ma famille, à mes envies, mes aspirations. Voilà, c'est vraiment quelque chose ça devenait, une évidence. Ok, et c'est important de le redire parce que souvent on a des personnes qui se disent bah non mais moi je suis pas fait pour ça. Bah en fait si je prends mon exemple et là si on prend ton exemple à la base oui, on a démarré en tant que c'est pas salarié, fermé bien sûr. Oui, j'ai été salarié et puis oui, ça peut faire peur l'entrepreneuriat, mais en fait on se dit c'est une porte ouverte à plein d'autres possibilités. Je suis d'accord avec toi. Donc maintenant c'est le moment où moi je vais commencer à me taire et puis je vais te laisser parler. Je serai juste là pour te renvoyer la balle de temps en temps. Si je t'ai reçu, c'est parce que déjà tu m'as sollicité et j'ai trouvé la description sur Insta, ambassadrice de l'artisanat féminin, city guide des créatrices des Hauts-de-France, et j'ai trouvé ça super. Donc je vais te laisser nous parler de ton parcours et puis nous dire une fois que tu auras présenté ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans ce rôle d'ambassadrice et comment tu es city guide des créatrices des Hauts-de-France? Merci. Alors donc, je suis Olivia, j'ai 36 ans, je suis maman donc de 2 enfants. Donc il y a Alice qui a 6 ans, Martin qui a 3 ans et demi. Donc voilà, c'est 2 petits bouts. Un vrai job. Oui. oui. Qui est très prenant aussi. Ouais, je me doute. Et donc j'ai créé Jolie le Môme en janvier 2020. J'avais eu cette envie de créer un blog me suit depuis très très longtemps. Je pense que ça fait même une bonne dizaine d'années que ça me trottait dans la tête, mais il fallait que ce soit le bon moment. Janvier 2020. Alors pourquoi? Je venais d'avoir Martin et peut-être que la boucle était bouclée au niveau famille, donc il fallait que je me lance dans ce projet. Et Jolie le Môme, alors en fait c'est un city guide qui présente les parcours des créatrices et artisanes, parce que des fois il y a des créatrices de bien-être, c'est pas forcément d'artisanat, des Hauts-de-France. Alors c'est un blog qui est 100% féminin, alors il y a des petites exceptions, mais parce que voilà, on n'est pas... Mais alors pourquoi féminin? Parce que c'est quelque chose qui me parlait, ça me ressemblait, et au fil de mes rencontres, en fait, c'est les personnes qui venaient le plus souvent à moi, quand on discutait, voilà, il y avait une histoire d'affinité. Et puis quand j'allais, moi j'aime beaucoup le fait main, j'aime beaucoup les histoires en fait qui se dégagent de l'artisanat, parce qu'en fait c'est pas une histoire de on fait une paire de boucles d'oreilles, on fait un sac, non, il y a quelque chose qui est plus profond derrière, et c'est ça aussi que je voulais mettre en valeur. Donc quand j'allais sur les marchés artisanaux, donc je parlais avec les créatrices et je me suis rendu compte que oui, alors les créatrices elles sont derrière leur stand, mais
on les connaît pas. Bien sûr. On les connaît pas et j'aime bien savoir qu'est-ce qui a motivé la personne à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et à 95% du temps, sur mes créatrices, les créatrices pour lesquelles j'écris sur Instagram, mais sur Jolie le Môme, je me suis rendu compte qu'elles avaient un parcours jalonné de péripéties, que c'était une réflexion, alors il y a des histoires de burn-out, il y a des histoires de le Covid, il y a la famille, il y a la maladie des fois, le côté être à sa place. Et moi, ça résonnait en moi parce que moi aussi, j'ai eu souvent cette sensation de ne pas être à ma place dans ma vie professionnelle. Et ça a été un long périple, semé, on va dire, d'embûches, parce que souvent, on est confronté au regard des autres aussi. Le côté, tu es instable, t'as un job, t'es en CDI, et tu le quittes, mais pourquoi? Voilà. Le regard des autres, il peut être très perturbant. L'étiquette qu'on veut mettre sur l'étiquette. Sur les personnes. Et de plus en plus, quand j'écris mes articles sur Jolie le Môme, je souhaite mettre en valeur ce côté où, oui, on peut faire autre chose dans sa vie. Oui, on peut vivre de sa passion. C'est pas évident, c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas mettre, c'est pas tout rose. C'est pas ça que je veux mettre en valeur. Hein. C'est vraiment la réalité, mais on peut le faire. Et pour mes lectrices de Jolie le Môme, c'est ça aussi que je veux mettre en lumière. C'est peut-être mettre ce déclic dans leur tête en disant il y a d'autres personnes qui l'ont fait, alors moi aussi je peux le faire. Et puis tu as raison sur un point, c'est que, et ça m'est arrivé à titre perso, donc c'est pour ça que je peux en parler, c'est que des fois on va acheter un produit à une personne parce qu'on a été touché par son histoire. Voilà. Et ce produit, il est fait par d'autres personnes, mais comme on est touché par une histoire, sensibilité. Il y a quelque chose. Exactement. Et moi, c'est comme ça aussi que j'achète mes produits. C'est, j'aime la personne. Vraiment, j'aime son histoire, j'aime sa sensibilité, la façon dont elle le fait, donc oui, je vais l'acheter. Il y aura peut-être le même produit qui existera ailleurs, mais ça me touchera moins. C'est exactement ce que tu dis. Et avant de faire Jolie le Môme, et on y reviendra bien sûr, c'est quoi ton parcours pour que les gens puissent comprendre ce qui fait que par moment tu dis j'ai pas l'impression d'être à ma place ou le côté même instable, ce qui va permettre tout doucement aux gens de se faire une idée et peut-être se dire tiens, j'ai vécu à peu près la même chose et c'est bizarre, peut-être qu'il faut que je me lance moi aussi. Bien sûr. Alors moi j'ai un parcours qui est très très éclectique, pas du tout linéaire. C'est une bonne idée. Alors donc comme je disais, je suis originaire donc de Boulogne-sur-Mer. J'ai fait un bac ES, filière générale, que j'ai eu on va dire en 2004. On peut le dire. Ça remonte maintenant. Moi, je voulais partir dans... Alors, ce qui est marrant, c'est que j'étais dans un lycée privé qui mettait vraiment en valeur la Cato, à Lille, les écoles de commerce. C'était très formaté. Et moi, je m'y reconnaissais déjà pas. Mais vraiment pas. Donc, bon, j'ai suivi mon cursus et c'est en lisant le magazine à l'époque féminin qui s'appelait Isa, qui n'existe plus. Il y avait des fiches métiers. Et en fait, je suis tombée sur le profil d'une nana qui était responsable communication. J'ai lu ce qu'elle faisait. Alors, pourquoi? Mais en tout cas, ça m'a parlé. Et je me suis dit, ah ouais, c'est super, je vais être chargée de com. Voilà. Et pour le faire, il fallait... moi, j'avais vu l'ISCOM à Lille. Alors, il y a peut-être d'autres possibilités, mais voilà, c'était l'ISCOM. Et sauf que c'est une école qui coûtait très cher. Et qu'à l'époque, j'avais pas les moyens de partir sur l'île, de payer l'école. Et j'ai vu, donc, à Boulogne, il y avait la possibilité de faire le BTS, donc BTS Communication des entreprises. Donc, que j'ai fait à la suite de mon bac. Donc, je l'ai eu. Et en fait, les choses, elles se sont pas passées comme... C'est là où c'est pas linéaire. Et c'est là où c'est pas linéaire. Alors, j'ai fait des stages. Mon deuxième stage, je l'ai fait dans une rédaction donc du journal hebdomadaire à Boulogne, donc, qui s'appelle La Semaine dans le Boulonnais. Et c'est là que j'ai goûté au journalisme et à l'écriture et au côté où... tous les jours, je rencontrais des personnes différentes, avec des passions différentes, des métiers différents. Et surtout, je restais pas assise dans un bureau. Je prenais mon sac, j'allais en reportage, je revenais, j'écrivais. Oh, c'était génial. Et je me dis, en fait, ouais, c'est plutôt pas mal. Et comme ça s'est bien passé, à l'époque, ils m'ont demandé si je voulais rester pigiste. Bah oui, j'étais étudiante, j'habitais chez mes parents, ça me faisait un petit revenu supplémentaire, donc ok. Donc j'ai continué à rester pigiste. On va peut-être expliquer pigiste pour les plus jeunes, peut-être que pour les plus jeunes ça parle moins maintenant. Alors pigiste ou correspondante de presse. Voilà, c'est ça. Alors c'est pas vraiment journalisme, c'est un peu assimilé au journalisme. On va faire les reportages et puis après on revient, on écrit l'article pour sa parution dans le journal.
Et on est payé pour à la pige, comme on dit. Voilà, à la pige, donc on est payé à l'article et en fonction du nombre de mots et de signes que l'on écrit. Donc plus on écrit des grands articles, mieux on est payé. Mais quand on est pigiste, on est souvent envoyé sur des tout petits articles. Oui, je me doute. Ils prennent pas beaucoup de place dans le journal. Non. Ouais. Où j'étais payée le plus, c'était pour faire les photos des bébés à la maternité. Ah ouais. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait ce côté-là où il y avait les naissances de la semaine. Et donc, j'allais à la maternité faire les photos des nouveau-nés. Et puis, ça paraissait. C'était rigolo et c'était très sympa. Ouais. Très sympa. Et bon, alors après, on passe dans le côté un peu moins fun du parcours. C'est que ma grand-mère est tombée malade. Donc, c'était à la suite de mon BTS. Ma grand-mère, auquel j'étais très, très attachée, qui s'est beaucoup occupée de moi quand j'étais petite, a eu un cancer du pancréas qui s'est déclaré donc, en février 2007, pardon, et avec l'issue, donc on connaît, donc incurable. Et en fait, dans ma tête... je me suis mis en veille. Je me suis dit, bon, j'arrête tout, je m'occupe d'elle. Ok, je me suis même pas projetée sur l'avenir. Voilà, c'était à l'instant T, c'est comme ça. Mais c'est très beau. Et alors, j'avais 20 ans, et donc le matin, j'allais la chercher, on faisait les courses, voilà. L'après-midi, je restais un peu avec elle, après, elle faisait une sieste, après, on allait se balader. Donc voilà, c'était mon quotidien, mais qui a commencé à être un peu lourd, parce qu'en plus de ça, c'est une maladie qui altère physiquement la personne. Donc, je voyais ma grand-mère dépérir au jour le jour, et c'est vrai que du coup, je me renfermais un petit peu sur moi-même aussi. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je trouve une porte de sortie. Je ne vais pas plus m'en occuper, mais il faut que je trouve quelque chose pour me sauver un petit peu au quotidien. Et il y a le magasin Zara qui ouvrait à l'époque à Boulogne, et il y avait une campagne de recrutement. J'y suis allée vraiment comme ça, et j'ai été recrutée pour être vendeuse au rayon hommes. Ok, on y va. J'avais jamais fait de vente de ma vie. On va voir. Ça marche. Ouais, ça marche, on va voir. Ouais. Rayon homme encore plus, donc mais c'est pas grave. Et puis bon, voilà, ça s'est bien passé. Mais là, j'ai commencé à connaître ce sentiment de pas être à ma place. J'écrivais plus. Ça commençait à me manquer. En plus, ma grand-mère, elle est bientôt disparaître. Et je me suis dit, mince, elle va partir. Alors, pas que le côté vendeuse, je critique pas ce côté-là, mais je me dis, elle va partir avec cette image-là de moi en tant que vendeuse, alors que c'était pas ce que je voulais lui laisser. Okay. Et du coup, j'ai commencé à refaire d'autres recherches et j'ai vu que l'ESJ lançait une campagne de recrutement pour le contrat, un contrat de professionnalisation avec La Voix du Nord. Il y avait un concours à passer. Je me suis inscrite. Alors, on est parti de Boulogne, il était 6h du matin, c'était à 9h, je me souviens, à l'amphithéâtre de l'ESJ. Il y a ma sœur qui m'a balayée à 9h moins 2, parce qu'on était tombés dans les bouchons terribles. Normal, le classique quand tu veux venir dans la métropole, et c'est le cas de toutes les métropoles, malheureusement. Oui, voilà, donc c'était assez épique ce jour-là. Il y avait plusieurs épreuves. Alors, il y a une épreuve, je me souviens, c'était une dissertation sur faut-il dégraisser le mammouth ? Waouh. Ouais, c'était assez... Mais... j'ai été retenue dans la première phase en tout cas, et j'ai passé donc les oraux. Donc j'ai été reçue par les deux pontes de La Voix du Nord, rédaction en chef. Alors c'est bien, c'est que j'ai pu visiter les locaux de La Voix du Nord, cool. Le fameux bureau qui est tout en haut sur la grande place de Lille pour ceux qui connaissent pas. Oui. Donc déjà c'était impressionnant. Et puis voilà, on fait l'entretien et je suis retenue parmi les 8. De cette promotion, et là on me dit Olivia, tu partiras à Valenciennes. Wow. Alors pour ceux qui n'ont pas la géographie, Boulogne, Valenciennes, en fait vous avez l'île entre les deux, mais Valenciennes on va vers l'est en fait, donc c'est loin. On s'éloigne beaucoup de Boulogne, même si c'est pas une distance aussi énorme que ça, mais il faut déménager. Voilà. Il faut déménager. En plus, j'étais affectée à la rédaction de Valenciennes, donc il fallait que je traite les sujets du valenciennois, donc il fallait être sur place. Alors ma grand-mère est partie entre deux, donc elle est partie quelques jours avant de savoir que j'étais retenue. Mais bon, je me dis que de là où elle était, elle l'a vu. Et janvier 2008, let's go, j'arrive. Donc il y a eu une semaine entre la fin de mon poste de Zara et Valenciennes. T'es passée de vendeuse à journaliste en quelques... Voilà, oui. Et quand je me suis retrouvée à mon bureau, je me suis dit, ah ouais, il y a une semaine, j'étais en train de ranger mes t-shirts. Et puis là, je suis à mon bureau, et puis on m'envoie un reportage.
Alors j'étais super fière en même temps parce que je me suis dit j'ai réussi. Et en même temps, j'étais fatiguée. Ouais. Mentalement, Mentalement, j'imagine que... psychologiquement, j'étais fatiguée. Alors, et puis, je pense qu'il faut préciser un truc qu'on précise pas souvent, c'est que quand on travaille dans la vente, quand on travaille dans des métiers comme ça, plus, on va dire bien sûr qu'il y a de la relation dans la vente, mais il y a quand même beaucoup d'actions, on est en train de bouger, on est occupé. En fait, le cerveau, il est occupé, et donc on n'a pas à réfléchir, alors que quand on est dans des métiers plus posé face à un ordinateur, le cerveau il doit fonctionner, et donc c'est là où on fait voilà, revenir, il a fallu que je réentraîne ma concentration, que je me réentraîne à écrire aussi, parce que l'écriture c'est un peu comme un sport, hein. Si on pratique pas, on perd en rythme, on perd en qualité, et donc là il a fallu vraiment que je me remette dans ce bain-là, et c'était pas facile. Donc, mais bon, ça s'est bien passé. Alors à l'époque, mon copain de cette époque-là habitait Lille. Donc moi, j'habitais 3 mois à Valenciennes et après, je prenais le train et je faisais les navettes Valenciennes-Lille. Ouais. C'était un peu fatigant aussi. Oui, parce que ça, c'est des TER et ils sont souvent en retard, ils s'arrêtent souvent, ils sont bondés. Voilà, oui. C'est pas facile. Le nombre de fois où je me suis endormie dans le train de retour. Le classique. Il y en a qui vont loin, hein. Des fois ils dorment, mais ils vont très très loin. Le terminus, ils le connaissent. En fait, j'essayais de m'endormir dans le train du retour parce que je savais que le terminus c'était forcément Lille. Ça va, donc je risquais pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'était fatigant. Au mois de septembre, j'ai ressenti une sorte de mal-être. J'étais pas bien. Dans mon couple, ça allait pas bien non plus. En gros, il y avait rien qui allait. Et c'était un peu comme si j'avais appuyé sur le bouton reset. J'ai quitté mon poste à Valenciennes, j'ai quitté, avec mon copain, on s'est séparés, j'ai quitté Lille, je suis rentrée à Boulogne chez ma mère. Donc c'est vraiment du jour au lendemain, retour à la case départ. Et retour aux racines aussi. Et retour aux racines. C'est là où tu expliques le lieu et ça a du sens aussi. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'était un moment un peu salvateur et c'était nécessaire parce que je pense qu'il fallait que je prenne soin de moi à ce moment-là. Tu as pris soin d'une autre personne et on l'oublie, et on en parlait un peu en off, hein, mais c'est vrai qu'en entreprise, on a tendance à pas vouloir trop se livrer parce que les émotions, ça avance, hein, on s'améliore, mais c'est toujours pas au top niveau. Et effectivement, tu l'as dit, des fois on se rend pas compte qu'on a à côté de soi quelqu'un qui sourit, mais en fait au fond de lui, il est en mal-être, et c'était a priori ton cas. Oui, oui, je pense que comme j'avais enchaîné ma grand-mère Zara Valenciennes, je pense qu'au bout d'un moment, mon corps, mon esprit a dit stop. Et d'ailleurs, ça s'est manifesté, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Mais vraiment la bonne crise d'angoisse qui te paralyse. Je pouvais plus sortir de chez moi, même ne serait-ce qu'aller chercher du pain. C'était c'était compliqué. Et avec la sensation que que tu vas mourir. Vraiment la crise d'angoisse. Donc ça a été, en plus de ça, la rupture. Enfin, c'est une sorte de deuil aussi à faire. Enfin, voilà, ça n'allait pas. C'était 2009. Et c'est marrant parce que je mets toujours 2009 maintenant comme c'est un cap. On dit toujours, par exemple, la Coupe du Monde 98, on a toujours cette année-là de référence. Moi, 2009, voilà, c'est un... Toi, c'est un peu ton palier dans ton chemin. C'est un palier, clairement. Et donc, heureusement, j'étais avec ma maman, elle a pris soin de moi. Ça a pris le temps. Ça a pris le temps qu'il fallait. Et puis, fin 2009, j'ai commencé à aller un petit peu mieux. Alors, j'avais toujours mes crises d'angoisse. Alors, je suis allée voir un psy parce que ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pas honte parce que c'est nécessaire quand il faut. Pas, c'est important. On s'en rend pas compte, mais on a encore aussi, pareil, on est sur les émotions. Mais là, quand on dit on va voir un psy, c'est les gens, t'es fou. Non. Il n'y a pas d'âge en plus. Déjà, il n'y a pas d'âge. Et c'est important aussi, des fois, de parler à quelqu'un extérieur à la famille. Oui. Ça permet d'avoir une autre vision et de prendre du recul sur ce qu'on dit. Donc, non, ça a été très important. Et puis, fin 2009, donc, j'ai commencé à pouvoir ressortir. Je voyais un peu plus d'amis, voilà. Et c'est là que je me suis dit, bon, allez, Olivia, on va se ressourcer, on va essayer de se relancer. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai un BTS communication, j'ai du journalisme, mais mon BTS communication, il ne me sert pas dans le sens où j'avais cette lacune des logiciels de création. Okay, ouais. Donc, j'ai dit, mince, si je veux me lancer comme chargée de communication, il va falloir que je pallie un petit peu ce manque de compétences. Rappelons qu'à ce moment-là, notre ami Canva ou Canva, comme vous avez envie de l'appeler, peu importe, ça n'existait pas. Il fallait maîtriser à fond InDesign, Photoshop et compagnie, Illustrator. Et pour être très honnête, aujourd'hui, vous avez plein de tutos sur YouTube. Il y a des générations qui ne se rendent pas compte à quel point c'est simple aujourd'hui pour certaines choses. À l'époque, maîtriser Photoshop, Illustrator et tout, c'était des formations de plusieurs semaines, voire plusieurs mois
pour être au moins dans la maîtrise. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai regardé un petit peu. J'ai vu qu'à l'Université du Littoral, il y avait un DUST bureautique et communication du multimédia. Alors, ça me refaisait faire un bac+2, Ouais. mais je m'en fichais un peu dans le sens où moi, c'était les compétences que je cherchais à acquérir. Donc, Très bonne idée. voilà. Donc, hop, c'est parti, direction Calais. Donc, je faisais les allers-retours, mais bon, en voiture, ça se fait, c'est en une bien demi-heure, ça se fait facilement. Et donc, pendant 2 ans, donc là, ça m'a permis aussi de revoir des personnes. Alors, des fois, c'était difficile. Des fois, j'arrivais à Calais, je faisais des crises d'angoisse sur le parking. Donc là, il a fallu que je lutte un peu contre moi-même aussi, que je me donne un bon coup de pied aux fesses de temps en temps. Oui, puis Euh, t'étais un peu plus âgé, donc tu te retrouvais peut-être avec oui, des gens j'avais plus 23 jeunes. ans, donc il y Ouais. avait des jeunes de 18 ans, Ouais, 19 ans, mais il y avait des gens plus âgés aussi. Ok, ça c'est Et cool. c'était sympa Ouais. parce que justement, ça permettait de faire un peu un melting pot de parcours et c'était super enrichissant. Et j'ai vraiment adoré cette période-là. Et même, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon futur mari. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que quand on commence à aller mieux, il y a des portes qui Ouais. s'ouvrent. Hein, Alors je fais une parenthèse, mais je vous invite vraiment, et faudra que je devienne peut-être son attaché de presse, à lire le livre de Charles Pépin, La Rencontre. Charles Pépin, il est philosophe, mais sincèrement, pour ceux qui m'écoutent depuis un petit moment et savent que je suis pas un grand philosophe, il écrit des livres très abordables. Et il a écrit un livre sur la rencontre. Et ce que tu viens de dire, je vais rien dire parce que sinon je dévoile des choses, mais il en parle. Et c'est totalement, enfin, ça illustre totalement ce que tu viens de dire. À partir du moment où on se met en action, il se passe des choses. Voilà, ça ouvre des portes. C'est un peu la loi de l'attraction, en C'est fait. ça, Hein. Quand c'est on ça. commence à vibrer positivement, eh bien, le positif arrive à nous. Alors, donc j'ai eu mon Dust. Et puis, donc là, j'ai fait des stages ultra intéressants. J'ai travaillé à Ecovert. Ecovert, c'était une boîte géniale qui faisait des produits entièrement naturels, enfin pas cosmétiques, mais produits d'hygiène Ouais. et produits de soins. Et pareil, c'est là où j'ai commencé vraiment à me sentir vraiment bien. Et là, j'ai voulu retrouver un boulot, mais sur l'île, parce que Pierre, donc mon futur mari, était sur l'île. Et là, je me suis confrontée à la réalité, c'est que pour trouver un poste en communication sur l'île, si t'as pas le bac+5, école de commerce, que t'as fait un Erasmus et ceci et cela, eh ben, tu n'es rien. Et c'était en quelle année? Ça, c'est en 2010. Et malheureusement, c'est encore pire aujourd'hui. Enfin, c'est des métiers dans lesquels tout le monde, je vais dire le mauvais mot, mais tout le monde s'est engouffré. Oui. Et moi, je me souviens quand on ouvrait donc chez Ikea un poste en marketing ou en communication, mais j'avais des cinquantaines de CV. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas le petit truc qui va faire la différence, effectivement, alors des fois c'est dans le profil, en fonction des boîtes. Moi c'était plus le profil, c'était la personnalité. Mais il y a des boîtes, c'est si t'as pas fait bac+5, effectivement. Donc déjà à l'époque c'était difficile, alors maintenant il faut s'imaginer. Oui, Ouais. oui, c'est difficile. Alors ça joue aussi sur la confiance en soi, C'est clair. sur parce que du coup, voilà, j'avais envie de bosser, j'avais envie d'avoir ma vie professionnelle, j'avais voilà. Et j'ai dit, le temps passe, donc. Et là, j'étais suivie par le Pôle emploi et j'avais alors j'étais rattachée à un autre organisme qui s'occupait des demandeurs d'emploi. Et ma conseillère me dit, j'ai mon responsable, c'est un centre de formation, il cherche une secrétaire. Et elle dit, je pense que ça pourrait vous intéresser. Je lui dis, mais moi, je suis pas secrétaire. Déjà, je cherche pas à Calais, je suis pas secrétaire, donc non. Elle dit, mais essayez. Alors, à l'époque, on avait un dispositif, ça s'appelait le IMT, Immersion en milieu de travail, pendant 3 jours. Alors, t'es pas payé, mais au moins, ça te permet de voir, alors c'est tout bénef pour le patron, mais au moins, ça te permet de voir si le boulot, il te plaît ou pas. Donc, je suis arrivée à Calais et effectivement, le boulot m'a plu parce que c'était un centre de formation, mais qui s'occupait des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi, qui étaient un peu malmenées par la vie. On n'est pas loin de la réinsertion en fait. C'était vraiment, oui, voilà. Et ça m'a plu. Alors, mon poste, en fait, il se limitait pas vraiment au secrétariat, c'était varié. Ça m'arrivait de retravailler des CV, d'aider les gens à faire leurs lettres de motivation. D'ailleurs, pour la petite histoire, une dame qui avait travaillé à la foire fouille, elle écrivait la FART, F-A-R-T, fouille. Oula. Ouais, voilà. donc il fallait vraiment retravailler ces choses-là. Mais je trouvais ça touchant. Ça avait du sens. Ça avait du sens. Et alors, mon patron, mon chef était spécial, mais on va dire nos caractères, ils se correspondaient bien, donc ça collait. Et puis, des fois, ça m'arrivait de faire des ateliers CV, donc voilà. Et ça me plaisait. Sauf que c'était Calais. Et ça, c'est le grand problème. Et donc,
Entre deux, j'avais emménagé à Lille. Et donc, je faisais les allers-retours Lille-Calais en train. Donc, ça me faisait partir de chez moi donc à 7h15 le matin. Et je rentrais, parce qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est que je terminais mon travail à 17h, mais j'étais obligée de reprendre le train de 19h pour retourner chez moi. Alors, dites aux gens de ne plus prendre votre voiture, hein, mais sincèrement, il y a encore des trucs... Oui, parce qu'en fait, le train était à 16h30. 16h30. Alors, j'avais réussi à négocier sur la fin le vendredi. Au moins pour avoir... Voilà, au moins le vendredi. Donc, je rentrais chez moi le temps, 19h. Donc, ça faisait 19h30 à Lille, plus le temps de métro. J'habitais Oisem à l'époque. Je rentrais, il était 20h. Et je me suis dit, le jour où j'ai des enfants, c'est clairement pas possible. Bien sûr. Parce que dans mon esprit, avoir des enfants, c'était m'en occuper aussi. Je voulais pas passer mon temps à les conduire chez la nourrice, à la crèche. Et en plus, Pierre, mon conjoint, fait des gros horaires aussi. Donc, c'était pas possible. Donc, je me suis demandé quelle était la possibilité pour moi d'avoir un métier qui me rapproche de Lille et qui puisse me permettre d'avoir du temps pour m'occuper de mes enfants. Comme j'avais fait les ateliers CV, que j'aimais bien ce côté transmission, et je me suis dit, pourquoi pas l'enseignement ? À cette époque-là, l'enseignement, oui, mais alors pour les adultes, peut-être. Pour les adolescents, j'avais un peu peur. Donc être prof, oui, mais je me sentais pas assez à l'aise pour ça. Vous sentez plus formatrice que plus formatrice. Mais je me suis dit, peut-être être professeur des écoles. Allez, c'est parti. On recherche dans le cursus. Bon, malheureusement, j'ai 2 bacs plus 2. Et il fallait, voilà. Un bac plus 4. Il faut bac plus 3, c'est ça ? Alors, non, bac plus 4. On bac passe, plus 4, oui. Donc, bac plus 4, on passe le concours à bac plus 4. Et, voilà. Et malheureusement, 2 bac plus 2, ça additionne pas. Ça marche pas. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai vu ? C'est que le CNED faisait une licence sciences de l'éducation où je me suis inscrite. Alors là, pareil, ça a été travailler dans le train, travailler à la maison, travailler sur les horaires du midi, entre midi et 2. Le CNED, pour les plus jeunes et qui connaissent pas, c'est la formation à distance. C'est la formation à distance, voilà. Donc pour passer ma licence. Et j'ai choisi de la passer en 1 an parce je pouvais la scinder en 2, mais je voulais vraiment aller au plus vite. Oui, ça te... Oui. Moi, je perds pas de temps, je trace. Et puis en plus, là, avec l'histoire de Calais, la fatigue, tout ça, je peux comprendre qu'il y a un moment... Mais c'était fatigant parce que ça faisait quand même beaucoup de matière et surtout l'examen, il est condensé et en fait, c'est 14 examens en 4 jours. Waouh. C'est une semaine, c'est lourd. Donc ça, j'allais passer au mois de mai, donc c'était en 2014. Et c'est vrai qu'à la fin du dernier examen, j'avais un peu les mains qui tremblaient, j'arrivais même plus à tenir mon crayon. Enfin, c'était vraiment intensif. Je veux bien imaginer. Oui. Mais je l'ai eu. Bravo. Merci. Et moi, je pense que quand je suis assez déterminée, donc voilà. Et donc, comme mon emploi à Calais, en fait, c'était des CDD, ça me permettait de ne pas renouveler le CDD. Enfin, c'était mon calcul, c'était je ne renouvelle pas mon CDD, je vais pouvoir avoir mon indemnité chômage pour pouvoir continuer à vivre, bien sûr. Le temps de passer mon Master 1 et le concours, et ensuite enchaîner sur le Master 2. Parce qu'en fait, quand on a le concours à la fin du Master 1, on peut faire le Master 2 en étant salarié d'éducation nationale. Donc, je me suis dit, ça va prendre le relais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pareil, alors c'est rigolo, c'est le jour de la rentrée en Master 1. Je me suis dit, c'est un peu le même jour que quand j'ai entamé le journalisme. Je me suis retrouvée assise sur les bancs de l'ESP. Ça y est, on est reparti. C'est reparti. Il y a 1 mois avant, j'étais secrétaire à Calais. Et là, ça y est, je reprends des trousse, le sac. La trousse, le sac, entourée d'étudiants, voilà, qui n'ont pas le même parcours que moi. Et donc, non, c'était assez intéressant aussi. Alors bon, ça me faisait refaire des cours de 3e. Alors j'ai refait ma remise à niveau en maths. J'ai repris des cours particuliers en maths tous les vendredis, 2 heures de cours de particulier. Parce qu'en plus les maths c'est pas mon truc. Moi je suis littéraire. Oui, si c'est pas son truc, faut pas. Voilà. Je suis littéraire, donc refaire des maths en plus en ayant arrêté 10 ans avant, c'était hard. Et donc pareil, je passe le concours, je passe les oraux et j'ai mon CRPE comme on appelle, donc le concours pour être enseignante et par professeur des écoles. Et l'année d'après, j'étais affectée dans une école maternelle à Lambersart. Donc 2 jours en classe et 2 jours en master pour passer le master 2 avec le mémoire. Voilà. Lambersart, pour ceux qui l'ont pas, c'est banlieue lilloise. Voilà. J'ai eu de la chance parce que c'était une très bonne école. Sincèrement, rien à dire. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je me suis retrouvée parachutée. Je me suis dit, je sais pas faire. Parce qu'en fait,
c'est bien hein, de faire le master 1, de réapprendre la SVT, le machin, tout ça. Mais en fait, ça donne pas les clés concrètes pour qu'est-ce qu'on fait quand on est face à des enfants. Ah oui, il y a eu des stages, hein, des stages dans chaque cycle, mais c'est pas ça qui t'apprend à faire. Bah non. Donc en fait, j'ai appris sur le tas, avec une grosse remise en question. À chaque fois, je rentrais chez moi le soir en me disant « Oh, c'est nul ce que j'ai fait !» Et je pense que des fois, j'ai fait vraiment des trucs pourris. Mais alors, je l'ai fait vraiment à chaque fois pleine de bonne volonté, en me disant je vais faire au mieux. Et puis, des fois, je voyais en classe, ça marchait pas. Je dis, mince. Parce que c'était des tout petits, de 2 ans et demi, 3 ans. Mais on a un vrai... En fait, c'est drôle parce qu'on a un vrai souci dans la manière d'éduquer, mais on a un souci dans la manière d'éduquer les gens qui éduquent. Enfin, c'est dingue. On a un... C'est pour ça que quand on parle de dégraisser le mammouth, quand il y en a un qui a voulu le faire, je comprends qu'il se soit heurté à il s'est cassé les dents. Enfin voilà, un truc énorme. Mais en fait, on a tout à refaire quoi. Pour moi, il faut repasser d'une page blanche. Quand j'entends, comme tu dis, j'ai un master, mais en fait, on m'a jamais appris à comment gérer un groupe d'enfants. Je me dis waouh, c'est dingue quoi. Alors bien sûr qu'on peut l'apprendre par soi-même, mais c'est normalement justement le but de cette formation. Et c'est vrai que je me suis retrouvée avec cette classe-là. En plus, personnellement, j'avais pas de petits dans ma famille. Donc, j'ai découvert les enfants, tout simplement. Parce que je pensais savoir, mais en fait, j'ai découvert que je ne savais pas. Et donc, oui, ça a été un peu la remise en question à ce moment-là aussi. Des fois, vraiment la sensation de ne pas être à ma place. L'écriture, voilà, ça me manquait un peu. Voilà, il y a eu une remise en question. En plus, une fois, il y a une... Ah oui, c'est ça aussi, ce qui m'a vraiment un peu marqué, c'est que, alors quand on est en master 1, quand on est en master 2, pardon, quand on est confronté à une classe, de temps en temps, on est contrôlé pour savoir si on fait bien. Et ce jour-là, j'avais cru bien faire en disant, c'était la semaine du goût, je vais ramener plein de fruits, on va faire une salade de fruits pour la collation de mes élèves. J'étais trop fière. Ils avaient quel âge? C'était des 3 ans, 3-4 ans. Et donc, j'avais ramené mes petits couteaux en plastique, les trucs qui ne coupent pas, là, voilà. Et en fait, celle qui est venue me contrôler, elle a été ultra malveillante avec moi. Je me suis pris plein la tête en me disant « Ouais, Olivia, ça va pas du tout, les couteaux. » J'en ai vu un qui l'a mis dans sa bouche. Ah non, il l'a pas mis dans sa bouche. J'étais là, je l'ai vu, il a juste léché le jus qu'il y avait sur un truc qui coupe pas. Hein, mais bon. Et puis, quand tu as servi la salade de fruits, j'ai vu qu'il y en a un, il s'est resservi 3 fois. Faut pas s'étonner s'il va aux toilettes après. Je dis « Mais on est où ?» Mais je pense à ce moment-là, j'étais fatiguée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais vraiment pas bien. Dans ces cas-là, dites-moi ce qu'il faut faire. Plutôt que de me critiquer, ayez une parole constructive plutôt que de m'enfoncer. Plutôt qu'être dans l'évaluation, soyez dans l'éducation. C'est ça. Bon, bref. Alors, mon Master 2 se passe. Donc là, on était en 2016. Je me marie en juillet 2016. Et puis... je tombe enceinte de ma fille. Alors, il y a le truc, c'est que t'es en Master 2, c'est bien, t'es coucouné, t'es pas loin de chez toi, sauf qu'après, t'es envoyé à droite, à gauche. Voilà. Et donc là, en fait, j'étais censée retourner dans le Valenciennois, dans 5 écoles différentes. Voilà. Et faire des décharges de direction. Et là, en plus, en étant enceinte, donc j'ai fait 1 semaine. Et en fait, il s'est passé que j'étais malade comme pas permis. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent, mais vraiment, le bon début de grossesse où tu es allongé, où ça se passe vraiment, voilà, tu peux rien faire à part être allongé ou aller aux toilettes. Mais donc, j'ai été arrêtée tout le temps de ma grossesse et ça a été bénéfique parce que déjà, j'ai pu prendre soin de moi aussi, de mon bébé. Alice est née donc au mois de mai. Donc ça, c'était bien, c'est que j'ai pu m'occuper d'elle pendant 4 mois parce qu'il y a eu les grandes vacances. Et j'avais fait le nécessaire pour me rapprocher de Lille, donc j'ai justifié que j'étais mariée, que j'étais maman, que voilà. Et donc là, ils m'ont dit « Ah oui, vous allez revenir dans la métropole lilloise. » Et là, par contre, on m'a encore mis sur 5 écoles. Donc, c'est-à-dire que 5 écoles sur 4 jours. J'ai fait des décharges de direction, donc j'étais envoyée donc, à Mouveau le lundi. Un mardi sur 3, je restais à Mouveau, sinon j'allais à Ouascal, sinon j'allais à Croix. Le jeudi, je retournais à Ouascal, mais sur une autre école. Et le vendredi, encore une autre école. En ayant un bébé à la maison. Et pour la continuité, ne serait-ce que même si on ne fait pas attention à toi en tant que personne, pour la continuité de ton travail, faire 5 écoles en 4 jours. Ça a été une année très difficile parce que, pour les élèves, j'étais la maîtresse remplaçante, pour les parents aussi. Je suis la maîtresse un peu volante. Avec les collègues, c'était difficile. C'était difficile des fois. Des fois, ça allait. On avait une continuité entre notre travail, mais des fois, chacun faisait de son côté. Il n'y avait pas de communication.
Donc c'était difficile d'entretenir donc des relations avec les collègues, avec les enfants. Moi, je rentrais chez moi, j'étais épuisée. Et puis il y a ce côté-là où j'ai eu du mal à confier ma fille. J'étais maman, il y avait quelque chose dans ma tête qui avait changé. C'est que je voulais aussi passer du temps avec elle et que quand je rendais mes élèves le soir, j'étais pressée d'aller la rechercher et en même temps j'étais pressée qu'elle s'endorme pour pouvoir retravailler, pour préparer ma classe du lendemain. J'étais torturée, c'était difficile. Alors j'adorais le mercredi parce que je passais du temps avec elle, je pleurais le mercredi soir quand elle s'endormait en me disant oh, ça y est, on recommence. Bien sûr. Et voilà. Et donc j'ai passé une année comme ça. Et ce qui m'a fait tenir, c'est que pendant cette année-là, j'ai réécrit. Il y a l'écriture qui est revenue un peu sur le devant de la scène. Et je me suis dit, c'est dommage parce que j'ai cette compétence que j'utilise pas. Parce que j'avais cette sensation toujours en moi où, devant les élèves, je tâtonnais, alors que quand j'écrivais, j'étais sûre de moi. Et c'est quand même dommage de ne pas utiliser cette compétence. Et comme j'étais pas bien dans mon travail, je me suis dit, je vais écrire un livre. Pourquoi pas Alors, c'est rigolo, c'est que je me dis, quitte à écrire un livre, autant y aller à fond et choisir un sujet un petit peu coup de poing. Et en fait, j'ai écrit un livre érotique. Je m'attendais pas à celui-là, tu vois. Je pensais que tu allais me dire un livre de science-fiction, un truc. Non. Alors après, avec du recul, je me suis dit que c'était peut-être une histoire de, comme j'étais maman, c'était peut-être me retrouver en tant que femme aussi. Bah, oui. Et ce qui est rigolo, c'est que ce livre, je l'ai écrit en 9 mois. Ah, c'est drôle. Rigolo, hein. Une petite question d'accouchement. Il y a une petite question, j'ai accouché de ce livre en 9 mois. Mais en gros, je l'écrivais sur l'heure du midi et 2. En fait, je m'enfermais dans ma classe ou dans ma voiture et j'écrivais, je me mettais dans ma bulle. Et c'est ce qui m'a un peu sauvée. Ok. C'est ce qui m'a sauvée. C'est ta bouée. C'était ma bouée de sauvetage. Et donc après ce livre, je l'ai terminé. L'année d'après, on m'a changé d'école. Alors là, c'était bien parce que j'étais sur une seule classe, une seule école, donc à Ouescal. Cool. Toujours en métropole lilloise. Et c'était avec des CM2. Alors j'ai adoré. Les CM2, c'était top. Le programme, tout ça, c'était top. Mais il y avait ce côté-là où on m'a dit, Olivia, il faut que tu partes en classe de neige pendant 15 jours avec tes élèves. Ah oui, CM2, c'est souvent le... Voilà. Alors, je ne suis pas contre le principe de partir avec mes CM2 en classe de neige. Le problème, c'est que j'avais ma fille qui avait 18 mois à l'époque, que je n'ai pas de famille sur l'île et que c'était clairement impossible de la confier. Donc là, je leur ai dit, moi, je ne peux pas partir. On va faire un échange de services, c'est-à-dire que j'ai une collègue qui était partante pour partir. Donc en fait, moi, j'ai pris sa classe et elle a pris ma classe. Mais ça n'a pas été très bien perçu par l'inspection parce que voilà, on a dit, t'as les CM2, c'est ta classe, donc tu dois y aller à fond dans toutes les sorties. Bon, ok, mais c'est comme ça. Moi, j'aurais pas transigé, c'était comme ça, puis c'est ma fille et puis c'est tout. Il y a ce côté où je suis tombée enceinte de mon fils. Pendant cette période-là, donc en gros, ils sont partis en classe de neige, moi j'étais enceinte. Et puis là, dans ma tête, il y a encore d'autres choses qui se sont déclenchées. Je me suis dit, je ne suis pas à ma place. En fait, j'avais une collègue derrière qui... il n'y avait pas la bienveillance que je recherchais. Je me suis dit, je ne vais pas rester toute ma vie avec un parcours qui ne me correspond pas. Et comme j'avais Puis juste une parenthèse, tu as été honnête parce que tu aurais très bien pu dire pour la classe de neige, je me mets en arrêt quelques semaines avant et quelques semaines après, ça aurait pu, tu vois, et dire ils se débrouillent, ils envoient n'importe qui et puis ils se débrouillent pour l'autre classe. Toi, tu as été honnête, mais quelque part, cette honnêteté, l'inspection, elle la reconnaît pas. Et du coup, l'inspection, parce qu'en fait, j'étais titulaire, donc j'étais instit titulaire, mais j'étais pas titulaire de mon poste. C'est-à-dire que l'année d'après, j'aurais pu être envoyée encore à droite, à gauche. Mais le poste que j'avais là, ils appellent ça être titulaire de secteur, et j'aurais très bien pu demander à le renouveler. Et sauf qu'on m'a fait comprendre que non. Bah oui. Voilà. Tu gênais. Voilà, c'était pas... Non. Vous n'êtes pas assez fiable. Voilà, t'es pas dans le moule. J'étais pas dans le moule, donc oui. Et donc là, tu es enceinte de ton Et là, je suis enceinte garçon. de Martin, de mon petit garçon. Et alors déjà, il y avait ce côté-là, donc où j'étais pas à ma place. Le côté où Alice, la faire garder, c'était toujours, c'était un poids pour moi. D'ailleurs, heureusement, c'était pas moi qui la portais le matin. Les seules fois où c'est moi qui est allée la porter chez la nounou, je pleurais dès que la porte se refermait. Je la voyais s'enfoncer dans le couloir. Là, j'ai mon cœur qui se déchirait. C'était vraiment dur à vivre. Et ça se juge pas en fait. Enfin, c'est un truc, je le dis comme une parenthèse, mais c'est quelque chose qui est pas évident et en plus j'ai ma femme qui est assistante maternelle, donc c'est un peu plus facile d'en parler, mais il y a des parents pour qui c'est difficile, il y a des enfants pour qui c'est difficile et il y a plein de situations et
ça se juge pas, encore Non, une fois. et je suis bien consciente qu'il y a des mamans pour lesquelles elles sont pressées de reprendre le travail parce qu'elles sont pressées de retrouver une activité. Et moi, c'était vraiment pas mon cas. D'ailleurs, même avant de reprendre le travail, quand Alice avait 4 mois, je me souviens, dès qu'elle est née, en fait, quand elle était dans mon ventre, j'avais un peu l'impression que, voilà, on était ensemble, tout allait bien. Et dès qu'elle est née, c'était un peu le compte à rebours qui avait commencé. Jusqu'à ce que j'aie la confie. D'ailleurs, c'était un peu perturbant pour moi, c'est qu'elle était enceinte, que je faisais mes recherches pour trouver l'assistante maternelle idéale. Et je me dis, mais elle n'est pas encore là, que je cherche à la caser. C'est très... Ah bah c'est perturbant. C'est perturbant. C'est perturbant. C'est perturbant. Et ça me gênait. Ça me convenait pas. Et donc, quand elle est née, elle était toute petite, je la regardais dormir, et des fois, il y avait des berceuses en plus qui me fendaient le cœur. Je pleurais. C'était... Enfin bon, bref, donc c'était pas mon truc de la laisser, de la confier. Et donc, quand je suis tombée enceinte de Martin, j'ai dit, je referai pas la même erreur. Parce que je dis, c'est bon pour personne. Donc là, j'ai dit, je prendrai un congé parental. Et donc, Martin est né en novembre 2019. Donc, j'ai pris un congé parental donc, en janvier 2020, au moment où j'ai commencé à lancer Jolie le Môme. Parce que justement, j'avais eu toute cette réflexion-là au sujet de l'écriture. Et donc, je fais mon congé parental, je lance le blog. En même temps, je me dis, mince, dommage, mon livre, il est un peu resté dans le tiroir. Donc là, je fais appel à un correcteur professionnel qui m'aide à le corriger, parce que quand on relit, il y a des choses qu'on ne voit plus. Et j'ai décidé de l'auto-éditer. Alors, tout simplement parce que j'avais pas envie de me lancer dans un challenge de la course à l'édition. Non. Mais je voulais qu'il sorte, je voulais l'avoir entre mes mains. Et donc, il y a Pose tes mains sur moi qui a été édité donc, pendant le confinement, en avril 2020. Et qui a eu sa petite notoriété à ce moment-là. Mais c'était super gratifiant de dire qu'il y a des gens qui vont lire ce que j'ai écrit. C'était... effectivement, c'est comme c'était gratifiant. Une création. Donc, voilà, c'était mon bébé aussi, quelque part. Donc, Et du coup, il y a ce côté, les mots, l'importance de l'écriture. Je dis, mais oui, en fait, c'est une évidence, c'est là. En plus, Martin, c'était un bébé à besoins intenses. C'est-à-dire que il ne supportait pas d'être posé. Il se réveillait, il pleurait beaucoup. Je l'ai allaité et en fait, il ne se nourrissait que de lait maternel. Il ne voulait absolument pas... la diversification alimentaire était très compliquée pour lui. Et en fait, au bout de 6 mois de congé parental, je me dis, mais c'est pas possible de le confier. Puis alors déjà, personnellement, j'y arrivais pas. Et lui, je pense qu'inconsciemment, il a tout fait pour. Oui, en fait, sans le vouloir, tu t'as transmis ça, quelque chose et on je pense sait que ça, voilà, ça c'est, on s'est rendu service mutuellement. Et il y a pas de mal à ça. Et voilà. Et donc moi, en fait, je voulais rester avec Martin. Autant j'ai aucun problème de les mettre à l'école. Autant j'avais ce souci-là que quelqu'un d'autre s'occupe de mon enfant dans les premières années de sa vie. Donc, le plus important, en fait, c'est de s'en rendre compte et de se l'avouer. Oui. Moi, c'est ce que je dis parce que, encore une fois, comme je dis, comme ma femme est assistante maternelle, il y a des parents qui confient, mais en fait, on sent qu'ils sont ultra flippés et ils font confiance en rien. Et je pense que dans ces moments-là, ça se passe pas bien. Et moi, je vais donner une petite parenthèse, c'est que des fois... on a des parents qui sont hyper exigeants avec l'assistante maternelle. Il faut qu'ils dorment à telle heure, il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils mangent ça, machin. Et puis quand ils reviennent du week-end, ça a été la Bérésina et compagnie. Donc c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux être aligné et se dire, comme tu l'as dit, en disant j'ai pas cette envie-là. Et après, tu t'adaptes en fonction. Oui. Et j'ai tout fait pour. Alors, ça a été difficile de faire comprendre à mon mari. Parce que forcément, quand on est en congé parental, niveau financier, c'est quand même compliqué parce que, faut le dire, c'est un peu moins de 400 € de la cave, donc c'est un gros budget en moins pour la famille, donc c'est des choix, voilà. Mais donc mon mari voulait que je reprenne le travail après les 6 mois de congé parental. J'ai dit non. Il me dit si. J'ai dit non. Et du coup, et on fait 1 heure de podcast comme ça. J'ai dit si. J'ai dit non. Et du coup, j'ai rempli la demande de congé parental, de renouvellement derrière son dos. Ah, tu as fait un enfant dans le dos. J'ai fait un enfant dans le dos. Cet enfant était un congé parental. Un congé parental, mais c'était comme ça. Mais il a fini par l'accepter. C'est-à-dire que mon congé parental devait se terminer donc du coup au décembre. Je me souviens, on était en train de boire un verre de Beaujolais. On était en novembre du coup. Et je lui dis, Pierre, faut que je te parle. Voilà, ça sent jamais bon. Enfin, je pense que le Beaujolais m'a aidé à me lancer. Je lui dis, écoute, je me vois pas reprendre le travail en janvier. Et là, il m'a dit, je sais, et moi non plus. Alléluia.
Il avait compris. Donc quand il dit moi non plus, il te voit pas reprendre le travail. Voilà, il ne me voyait pas reprendre le travail. Enfin, en gros, il avait compris parce qu'Alice était rentrée à l'école. Il voyait toute cette Alice en plus. Moi, je pense que c'est une petite fille qui est assez hypersensible et qui a besoin en fait de repères et de cadres. Et en fait, je pense il fallait pas qu'elle soit perturbée du jour au lendemain. C'était Enfin, moi, je suis pas dans le truc où on force les choses. J'aime bien y aller en douceur. Et en fait, on avait réussi à trouver cet équilibre-là. Il fallait pas le perturber. Et Martin, c'était pareil. Il était pas encore. Il s'étranglait beaucoup quand il mangeait, des choses comme ça. Il n'arrivait pas à dormir dans son lit pour la sieste. Donc, j'avais ce besoin aussi d'être présente pour lui. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a continué à faire. Et au niveau professionnel. Donc le blog est à côté. Alors Jolie le Môme au début faisait des articles qui étaient plutôt orientés maman, plus ce côté s'occuper de son enfant. D'où le môme de Jolie le Môme, voilà. Forcément. Et en parallèle, je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai découvert le métier de rédacteur web. Métier que je me suis dit, mais pourquoi ça n'existait pas avant ? Parce que ça cochait toutes les cases, en fait, de ce que je recherchais. C'est-à-dire rencontrer des gens, écrire sur des sujets différents, le faire de chez soi, c'est-à-dire avoir cette liberté. Parce que je me suis rendu compte de cette importance-là pour moi, c'est de la liberté. Ne plus être les horaires fixes, à un endroit précis, à un moment donné. Non. Je veux pouvoir le décider moi-même. Et j'ai découvert donc ce métier-là. Alors, au début, j'avais un peu peur parce que je pensais qu'il y avait un côté codage, HTML, etc. Donc, je m'étais dit, ça m'avait un petit peu refroidi. Puis en fait, en grattant un peu, je me suis rendu compte que c'était ultra accessible et que c'était possible de le faire. Donc, je me suis reformée. Pour ça, j'ai choisi la formation donc, de Lucie Rondelet. C'est une formatrice qui est assez réputée dans le milieu. Parce qu'en fait, je voulais pouvoir valoriser cette formation-là. Et donc, j'ai fait mes 6 mois de formation. Alors, c'était rigolo parce que j'avais Martin sur les bras, des fois qu'il dormait, je faisais mes exercices. Des fois, j'écrivais mes exercices à 3h du matin. Et dans ta tête, là, à ce moment-là, quand tu fais la formation, ton idée, elle est de dire, je fais cette formation pour après, à un moment donné, reprendre un job de salarié, ou dans ta tête, c'est, je veux être indépendante? Alors, à ce moment-là, je m'étais dit peut-être que je reprendrais à mi-temps un site et que le deuxième mi-temps, ce serait ma boîte de rédaction web et qu'à ce moment où la rédaction web décollerait, j'abandonnerais ou je me mettrais en disponibilité, comme on dit, c'est-à-dire mettre mon métier en pause, mais quand même garder cette possibilité d'y revenir. Je pense qu'au fond de moi, je m'étais fait la promesse que je ne remettrais pas les pieds dans une classe. En fait, j'avais acté ce côté où c'était pas ma place et que c'était plus possible. Oui, puis il y avait un peu ce côté écorchure avec les décisions qui ont été prises. Voilà, oui, c'est ça. Donc, non, j'avais mis de côté. Et puis, le temps avait passé. Il y avait eu 2020, 2021. Je me sens, voilà, c'était plus le métier que je voulais faire. Et c'est honnête de se le dire. Voilà, c'était un service à rendre aussi aux enfants parce que je pense que c'est un métier vraiment de passion. Donc, pour bien le faire, il faut être passionné et je l'étais pas. Donc, et j'ai beaucoup de respect pour ce métier. C'est surtout ça que je mets pas du tout en question. Et mais comme je voulais plus, voilà. Donc, c'était la question, c'est est-ce que je me mets en disponibilité ou est-ce que je fais une rupture conventionnelle? Parce que est-ce que je garde quand même cette possibilité d'y revenir un jour en ayant cette sécurité de l'emploi, parce que c'est vrai que j'ai de bouée de sauvetage. Une sorte de bouée de sauvetage en disant c'est quand même un métier de fonctionnaire, c'est un CDI, mais non. Parce que non, c'était pas aligné avec toi, c'était pas aligné avec moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rupture conventionnelle. Et puis, alors ça prend du temps avec l'éducation nationale, parce que je veux bien imaginer. Tu demandes de rupture conventionnelle en mars, t'es reçu au mois de juin pour un entretien. La décision, elle est en juillet, mais vraiment quasiment le dernier jour de l'école. T'es obligé d'attendre toutes les vacances, parce que voilà, il n'y a personne en vacances. Et au mois de septembre, c'est acté. Alors, le temps qu'ils t'envoient leurs papiers, etc. Donc, en gros, j'ai pu m'inscrire au Pôle emploi qu'en octobre. Et lancer ma boîte que fin octobre. Waouh. Alors, juste pour précision, en entreprise, on est à grand maxi 1 mois avec les 15 jours de délai de rétractation et compagnie. Après, bon, les papiers, tout ça, c'est autre chose. Mais sur l'acte en tant que tel, c'est vraiment court. Là, franchement. C'était long, et c'était frustrant. Parce que je voulais me lancer. Et puis, alors bon, ce qui était bien, c'est que Jolie Môme commençait à avoir sa petite notoriété entre deux. Parce que je m'étais dit, comme je suis en congé parental, je n'ai pas le droit d'avoir un poste... j'ai pas le droit de créer ma boîte. Bon, ça fait partie c'est normal, c'est le jeu. Tu es en congé parental, tu t'occupes de ton enfant, donc c'est normal que tu n'as pas le droit de créer ton entreprise. Mais je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir attendre 3 ans
pour faire valoir mes compétences. Et c'est pour ça que j'ai eu aussi cette envie de développer Jolie le Môme comme vitrine. J'ai comme ça, les gens vont voir en fait ce que je sais faire, ma façon d'écrire, et peut-être que ça correspondra à leurs envies pour leur propre entreprise, que je mette mes mots sur leur histoire. Donc c'était un blog personnel sur lequel les gens pouvaient voilà, tomber, venir voilà, c'est ça. Okay. Et entre deux, donc bon voilà, je continue à faire les marchés de créateurs, et puis je rencontre, et puis là il y a par exemple Lynn, donc de Porcelinart, qui me dit ce serait bien qu'on fasse un petit partenariat ensemble. Et en fait c'est grâce à Lynn que j'ai recommencé à vraiment, parce que avec le Covid, tout ça s'était un petit peu ralenti. Et grâce à Lynn, j'ai commencé à réécrire les articles et à retrouver cette envie d'aller à droite à gauche. Et puis, de fil en aiguille, Jolie le Môme fait son petit bonhomme de chemin. Et donc, on a même réalisé 2 marchés de créatrices. Donc, il y a eu Puissance Créatrice en juin et en octobre 2022. Voilà, et de fil en aiguille, c'est cette passion aussi de l'artisanat et des belles histoires qui continue. Et donc, c'est quoi le modèle économique pour quelqu'un qui se poserait la question de savoir un petit peu comment tu vis? C'est-à-dire, tu mets en avant des personnes et s'il y a des ventes, comment ça se passe Ah oui, alors en fait j'ai 2 casquettes. C'est que j'ai la casquette donc de blogueuse. Moi je dis toujours story blogueuse parce que c'est les histoires que je raconte sur Jolie le Môme. Donc en fait je monétise mes articles pour faire partie du City Guide, parce que mine de rien écrire un article plus tout ce qu'il y a autour, la mise en page, toute la logistique, on va dire, ça me prend une bonne grosse journée de travail. Donc quelqu'un qui est artisan, qui fait de l'artisanat sur l'île, elle te contacte. Elle me contacte. En fait, on fait un entretien, on a une sorte de petite interview où je prends toutes les données. Moi, j'écris l'article. Alors, il y a le truc, c'est que moi, j'envoie l'article à la personne, parce que comme c'est une prestation qui est monétisée, il faut que ça lui corresponde à 100%. Ouais, bien sûr. Donc, j'envoie l'article, en général, c'est un lien Google Docs, et elle me fait un retour en me disant, ça, il faut peut-être ajouter, développer, j'aimerais bien peut-être ajouter ça, voilà. Donc moi là-dessus je suis vraiment ok, et une fois que c'est bon pour tout le monde, moi je mets en page donc sur mon site, donc jolielemôme.fr, et ce jour-là je le publie aussi sur Instagram, et en général le lendemain on fait un petit concours. Ça fait aussi une petite visibilité supplémentaire, et c'est un échange de communauté aussi. Donc les gens ont quelque chose à gagner chez la personne qui m'a fait publier. Donc ça c'est une casquette de... Voilà. C'est la casquette blogueuse. J'aime pas trop ce terme de blogueuse, mais voilà, c'est ça. Et aussi il y a mon entreprise à côté de rédaction web, alors qui s'appelle Good Redac, alors que j'ai pas encore vraiment valorisé parce que voilà, mais donc c'est Good Redac, donc c'est la rédaction web pure et dure, c'est-à-dire que même une créatrice qui n'a pas forcément envie de son article, mais qui a besoin de contenu pour son propre site, par exemple sa page à propos, ses fiches descriptives, eh bien moi je peux lui écrire. Alors c'est anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas mon nom dessus, ce sera sur son site, mais je peux le faire. Ok, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, on va mettre les mains dedans. L'arrivée de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, etc. Qu'est-ce que ça te donne comme chose à penser? Mais surtout, en quoi tu te dis, voilà, ça va quand même continuer mon métier, parce qu'il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui et je pense qu'on est très peu à pouvoir y répondre. Oui. Alors, ChatGPT, ça peut faire peur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mince, quel est l'avenir en fait de ce métier? Et puis, avec du recul, je me suis dit, alors une intelligence artificielle, ça a bien son nom, c'est-à-dire que c'est artificiel. Et il n'y a pas le supplément d'âme que peut avoir le cerveau humain. Et il n'y a pas ce côté émotionnel qui peut être dans les mots. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur quand j'écris mes articles. C'est vraiment ajouter cette dose d'émotion, cette dose d'âme supplémentaire. Et ça, je pense que n'importe quelle intelligence artificielle n'arrivera pas à l'égaler. Ou en tout cas, on touche du bois et du singe. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà, comme tu dis. Mais non, moi, je suis quand même convaincue sur le côté où, alors, ça peut aider. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Il y a on peut peut-être s'en servir comme un outil. Il y a peut-être quelque chose. Mais moi, pour le côté faire une page à propos pour parler d'une personne, c'est pas une intelligence artificielle qui y arrivera. Mais oui. Voilà. Et puis. Pour l'avoir testé un petit peu et tout, parce que je suis un curieux et que je sais que il peut y avoir des éléments sur lesquels on peut se retrouver en concurrence ou autre en fonction de ce qu'on fait. Il y a des choses qui sont fausses, et puis quand je dis il y a des choses qui sont fausses, c'est que des fois vous avez des données qui s'affichent sur une personne, vous pensez que c'est vrai, puis quand vous allez vérifier dans le détail, c'est pas la réalité.
Puis là où tu as raison, c'est que si la personne n'est pas très présente sur le web et les réseaux sociaux, on va rien pouvoir trouver sur elle. Donc il va falloir discuter avec la personne, etc. Donc tant que tu es dans le côté creuser qui est la personne, comme on est en train de le faire là aujourd'hui sur le podcast, il faudra du temps. Mais malheureusement, ma crainte, c'est que comme nous, on met du contenu, des podcasts, etc., ils vont aller rechercher cet élément-là et à terme, qui freinera, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'aussi le côté intelligence artificielle, ça enlève ce côté authentique que les gens aiment. Et je pense qu'aussi, depuis le Covid, et ça, j'ai ressenti ça beaucoup en interviewant mes créatrices, c'est qu'il y a ce retour à l'authenticité qui est très important. Et il n'y a pas ça dans l'intelligence artificielle. Voilà, donc je pense que tant qu'il y a ce côté authentique qui n'existe pas. Bien sûr. Ce qui là on est sur de la discussion et de l'échange, mais ce qui sera important, c'est que il y a une tendance aussi des grandes entreprises avec la capacité de dire tiens, si on veut aller chercher de l'authenticité, parce que voilà, c'est aussi l'argent reste le nerf de la guerre pour faire vivre les uns et les autres. Avant de terminer, si tu devais parler de ta vie d'entrepreneuse et de maman, on l'a dit, le mercredi tu aimes ces fameux Kids Day dont tu parles sur Insta, mais c'est quoi les réussites que tu as eues et les difficultés à travers lesquelles tu as pu passer pour que les gens puissent peut-être s'identifier, se dire tiens, moi aussi j'ai eu ça et je vais peut-être en discuter, ou en tout cas je prends conscience que je suis pas tout seul. Alors on s'imagine que être entrepreneur, on est libre à 100% et que voilà. En fait non, j'ai l'impression qu'en fait je suis encore plus sollicitée et plus stressée, on va dire, qu'en étant salariée. Ça, il faut le reconnaître. C'est peut-être un côté où je cherche encore la stabilité. Et puis c'est vrai qu'en étant entrepreneur, on n'a pas le salaire fixe qui tombe à chaque mois, donc il y a toujours cette démarche de prospection à mettre en place, donc c'est pas toujours évident. Et le cerveau il déconnecte rarement. Le cerveau déconnecte rarement. Même quand on rencontre des gens, dans notre tête, on est toujours en train de se dire tiens, éventuellement, pourquoi des prospections, pas prospection, là, et on a plusieurs personnalités à l'intérieur de soi à ce moment-là. Bien sûr. Et puis alors le côté où je suis maman, alors j'ai appris justement à lever un peu le pied là-dessus, c'est-à-dire que le mercredi, au début je pensais que je pouvais travailler, et en fait je me suis rendu compte que c'était bon pour personne, que ce soit pour mes enfants, pour moi, pour mon entreprise, pour mon stress, c'était vraiment pas bon. Donc je me suis mis, le mercredi c'est comme ça, je travaille pas. Oui, alors je peux faire une petite veille sur Instagram de temps en temps ou des choses comme ça, mais travailler à proprement parler, c'est pas possible. En plus, en rédaction, moi, il me faut vraiment être du calme, de la concentration. Avec 2 enfants en bas âge, c'est ils c'est sont pas encore possible. Jeunes. Quand ils vont commencer à grandir, après, ils auront leurs activités, plus de liberté, donc c'est plus simple. Mais... Donc j'ai accepté ça, et ça m'évite la frustration. Pareil les week-ends, même si voilà, ça n'empêche pas de cogiter, mais à proprement parler, je suis pas devant mon ordinateur à travailler. Alors oui, moi je suis aussi dans le sens, c'est un peu mon mantra, c'est 0 concession, 0 abandon. C'est que alors mes enfants, je les mets que 2 jours à la cantine par semaine. Je vais les rechercher le soir à 16h30. Alors mes journées sont courtes. Je vais les conduire le matin aussi. Ils vont pas à la garderie. Donc mes journées sont très courtes. Mais c'est important pour moi. Et c'est très bien justement. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui vivent la frustration. C'est-à-dire que et on reprend l'exemple des parents qui n'ont pas le choix. Et des fois on n'a pas le choix. Mais quand ils arrivent et qu'ils viennent chercher les enfants chez moi, on sent des fois les pauvres, et vraiment je dis les pauvres parce que je vais jamais, mais on sent la frustration parce qu'on se dit j'aurais aimé passer plus de temps et tout. Donc tu as fait des choix que tu organises par rapport à ton activité. Certains diront t'as de la chance. Oui, mais derrière tu l'as dit, et c'est important de le répéter, cette liberté et ces choix t'impose aussi d'avoir mentalement une insécurité au niveau revenu et ainsi de suite. Donc voilà, ça faut toujours le prendre des 2 côtés. Et j'ai appris, alors j'ai un carnet, alors mon carnet to-do list qui est long comme un permis. Et je me dis mais si j'avais pas mes enfants, je pourrais la torcher en une semaine. Mais en fait voilà, il y a des choses que j'arrive pas à faire parce que c'est comme ça. Et c'est tout. Alors c'est une frustration, vraiment, mais c'est comme ça. Tu l'as accepté. Je l'ai accepté. Et c'est le principal. À partir du moment où c'est posé, il y a effectivement des fois, de toute façon, on ne pourra pas enlever le fait que ton cerveau va se dire « et si ?» Oui. Mais voilà, à partir du moment où tu l'as accepté et que tu sais que cette liste,
elle se fera pas en très peu de temps, et ben voilà, tu t'avances là-dessus. Pour terminer, c'est quoi l'avenir de Joli le Môme? C'est quoi ce qui va se passer dans les mois à venir? Est-ce qu'il y a des orientations, des nouveautés, des personnes? Et puis est-ce qu'il y a des besoins particuliers? Tu recherches, j'en sais rien, on a rigolé en off, un cordonnier pour refaire des vieilles chaussures ou autre. C'est ton podcast, si tu as un besoin particulier pour la boîte, t'hésites pas. Alors, les prochains projets de Joli le Môme. Alors, déjà, développer toujours de plus d'articles, faire connaître de plus en plus d'artisanes et de créatrices, donc des Hauts-de-France. Alors, je dis Hauts-de-France parce qu'au début, Joli le Môme, c'était vraiment métropole lilloise. Okay. Et de plus en plus, ça s'étend un peu. Donc, j'ai été contactée par des créatrices à Boulogne, de Saint-Omer. Lille, ça place la capitale des Hauts-de-France, voilà. mais ça rayonne autour. Ça a du sens. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au début, je disais les créatrices lilloises, mais maintenant, c'est vraiment des Hauts-de-France. Donc, voilà, toujours faire connaître plus de créatrices et artisanes. J'aimerais réorganiser de nouveaux salons, de nouveaux marchés, puissance créatrice surtout. Je ne sais pas s'il y en aura un d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, je sais que ça va se refaire. Toujours plus grande, avec toujours plus de monde, et puis voilà. Et aussi, il y a le côté formation que je mets en place. La rédaction web, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée. Et j'ai bien conscience que pour une créatrice ou un entrepreneur lambda, faire appel à une rédactrice web, c'est un coût. Oui. Et je me suis dit, mais la rédaction web, c'est quand même, ça demande certains codes, ça demande à une certaine maîtrise. Alors pourquoi pas former les propres entreprises à la rédaction web. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur sur les mois à venir. Et puis ça va faire du sens avec ton parcours. Et ça fait du sens, mais oui. Et puis peut-être aussi créer des ateliers par exemple, réunir 5-6 personnes dans un lieu avec un bon petit plateau repas, et puis on fait un atelier, rédiger votre propre page à propos. Donc la personne la fera. Moi, je m'engage à la corriger, mais voilà, il y a ce côté échange et puis aussi rencontre, parce que les créatrices aussi sont seules en fait. On se rend compte qu'on est seul chez soi, et c'est important aussi d'aller à la rencontre des autres, ne serait-ce que pour créer son réseau et puis sortir un peu aussi mentalement de ce côté boulot. D'accord. Et il y a une volonté d'aller vers créatrice et créateur, ou pour l'instant tu veux rester dans cet angle-là? Pour l'instant, je reste créatrice parce que c'est la ligne éditoriale du blog. Je suis pas fermée du tout à l'avenir. D'ailleurs, sur Joli le Môme, il y a un créateur. Mais... Tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai ouvert cette piste-là. Non, vraiment, je suis pas du tout fermée là-dessus. C'est parce que la ligne éditoriale est faite comme ça, et parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de parcours de créatrices qui me correspondaient, ça résonnait en moi en fait. Et c'est vraiment aussi cet étendard de dire vous avez un parcours atypique, montrez-le. Ouais. Voilà. Ok. Très bien. Eh ben écoute, Olivia, merci beaucoup pour cet échange qui était très très riche, et on a passé du temps, et donc moi j'aime toujours ce côté richesse. Les gens qui se disent c'est un peu trop long comme épisode, écoutez-le en plusieurs fois. Moi, il n'y a pas de business derrière. Allez, vas-y. Il y a avant tout le fait de partager, d'écouter une histoire, et puis de faire connaître les gens. Donc, le plaisir d'avoir pu te mettre en lumière. Donc, merci de m'avoir sollicité. Merci à toi. Donc, si les gens écoutent et ont écouté jusqu'au bout, si vous avez envie de me solliciter, contact @allezvasy.fr ou frédéric@alltouk.fr. Voilà. Si vous voulez faire comme Olivia, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Je vais pas dire oui à tout le monde, parce qu'en fonction des profils, je vais essayer aussi de sélectionner. Je vais pas recevoir 50 personnes qui ont le même parcours, ça a pas d'intérêt. Mais voilà, je dis oui assez régulièrement, et surtout quand c'est pour mettre en avant la belle région des Hauts-de-France qu'on dénigre facilement. Maintenant, voilà, on la met en avant. À tort, effectivement. Merci pour cet échange, et puis au plaisir d'échanger à l'avenir. Merci beaucoup, Frédéric. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.